le partage d'écran. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, vous vous rappelez, avant les vacances ou l'absence de vacances, malheureusement pour certains, on était beaucoup plus sur la présentation du parcours, la présentation de l'outil de développement qu'on va avoir l'occasion de beaucoup pratiquer ensemble. Aujourd'hui, on commence à véritablement rentrer dans le parcours leadership. Qu'est-ce qui constitue le leader? Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser? Et la première chose que j'ai eu envie de positionner dans ce parcours, c'est un travail. Oula, on a des petits bruits de fond. Ce que je vous propose pendant le début du webinaire, c'est de vous mettre plutôt en muet pour éviter les bruits de fond. Bien sûr, si vous souhaitez intervenir, vous repassez en actif, mais ça évite voilà, les bruits de fond parfois. Donc, première thématique, mieux se connaître. Et ce soir, je vais vous parler de deux outils de connaissance de soi que vous avez découverts déjà à travers les diagnostics que vous avez réalisés. Ces deux outils sont intéressants à travailler sur nous, mais bien évidemment, on va les utiliser aussi par rapport à notre environnement. Que notre environnement soit des collaborateurs de notre équipe, pourquoi pas notre patron, pourquoi pas des personnes qui sont au même niveau hiérarchique, mais on a des outils pour mieux fonctionner avec tout notre environnement. Alors, on est bien aussi dans quelque chose qui est fondamental pour un leader, avoir une bonne appréhension. Alors, j'ai mis de ses forces et faiblesses. En fait, j'aime pas du tout le terme faiblesse. J'ai plutôt coutume de dire nos points forts et nos axes d'amélioration. Et les deux outils qu'on va travailler ce soir, il y en a un qui vient de T.B. Keller et l'autre de Herman. Vous allez voir qu'ils sont très simples, très pratico-pratiques, donc très faciles à transposer dans le quotidien. Une chose importante également en préambule, tous ces diagnostics que je vais vous proposer, d'une façon générale, parce que c'est toujours la question que l'on me pose, est-ce que j'ai une bonne note? Il n'y a pas de bon ou de mauvais résultats. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Simplement, parfois, si on a des scores un peu élevés, c'est s'interroger sur est-ce que ça nous nuit dans notre vie professionnelle et du coup, est-ce qu'on a intérêt à peut-être travailler pour diminuer ce score, le ramener à un niveau qui va être plus agréable dans notre vie professionnelle. Voilà, c'est juste ça, mais en l'occurrence, pas de mauvaise note sur les diagnostics. Alors, je vous propose déjà le premier outil de Keller qui porte plusieurs noms, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On parle soit de driver, soit de message contraignant ou encore de petite voix. Alors, message contraignant, c'est assez parlant, hein. Petite voix aussi, des petites voix qui nous parlent dans notre tête, qui souvent ont été implantées depuis notre petite enfance en fonction de notre éducation, de nos événements de vie, de tout ce qui nous a façonné dans notre enfance et dans notre jeunesse. Et parfois, eh bien, ces petites voix, elles sont un peu contraignantes, avec des impacts, bien évidemment, sur notre vie professionnelle aujourd'hui. Alors, déjà, ces 5 messages contraignants, puisqu'ils sont effectivement au nombre de 5, ils sont tous présents chez chacun de nous. Mais, en général, nous en avons un ou deux qui sont dominants et les autres qui souvent sont plus faibles. Et bien sûr, je vais rentrer dans le détail, mais déjà vous présenter ces 5 messages qui sont assez parlants. Certains d'entre nous sommes sous l'emprise du « dépêche-toi », d'autres, c'est « sois fort » qui est dans notre tête, ou encore « sois parfait ». On a aussi « fais plaisir » et le dernier, mais il n'y a pas d'ordre chronologique, « fais des efforts ». Alors, ça vous parle peut-être déjà,
et encore plus si vous avez réalisé le diagnostic, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, je vais commencer avec le driver « Dépêche-toi ». Dépêche-toi, le message qui est dans notre tête, qui est un petit peu sous-jacent, c'est « Arrête de traîner, tu es trop lent ». Et donc, si je suis soumis à l'emprise de ce driver, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir toujours quelque chose à faire, et idéalement que ça se voit. Je vous donne la gestuelle du dépêche-toi. Alors, pas tellement évidemment pour l'identifier chez vous, parce que ça, de toute façon, vous allez l'identifier grâce au diagnostic, mais c'est intéressant par rapport à vos collaborateurs de repérer les drivers auxquels ils sont soumis. Donc, si vous avez dans votre environnement quelqu'un qui a tendance à être toujours un peu en mouvement, toujours à s'agiter, il pianote avec ses doigts, son pied est en mouvement, il est toujours un petit peu pressé, les yeux bougent, les sourcils sont froncés. Ce sont souvent des indicateurs d'un dépêche-toi. Dans son mode de fonctionnement, eh bien, il va souvent couper la parole ou tirer des conclusions rapides avant la fin des explications parce qu'il trouve toujours que son interlocuteur est trop lent. Et donc, il va droit au but. Et parfois, évidemment, il peut se tromper. Dans sa façon de parler, c'est quelqu'un qui va utiliser des mots comme « venons-en au fait »,« abrégeons »,« dépêchons-nous ». Et bien sûr, j'ai dit que chaque driver avait un aspect positif. L'aspect positif du dépêche-toi, c'est en général une excellente efficacité. Je passe au soi fort. Alors, le soi fort, enraciné dans sa tête depuis sa petite enfance, il faut être courageux. Du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments et à faire confiance aux autres. Il faut qu'il soit toujours très carré dans sa posture, il a confiance qu'en lui, il ne montre pas la dimension émotionnelle. Or, et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler dans un autre webinaire, aujourd'hui on redécouvre dans le monde de l'entreprise l'importance de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est identifier ce qui se passe en nous, nos sentiments, analyser, exprimer quand c'est nécessaire les choses et l'identifier aussi chez les autres. Et donc du coup, pour un soi fort, c'est un peu plus compliqué de travailler cette dimension émotionnelle que pour les autres. Comment on le reconnaît? Souvent, son expression est assez froide, parfois même un peu dure. Et il a peu de gestes, une tendance à être plus en posture un peu de fermeture, vous savez, les bras croisés, les mains un peu rigides. Et dans le fonctionnement, c'est quelqu'un qui, c'est logique, en fonction de ce que je viens d'évoquer, exprime assez peu ses émotions avec une voix assez monotone, pas tellement de dimension affective, en tout cas exprimée. Le verbal, des mots comme « peu importe »,« sans commentaire », c'est assez tranché. Et bien évidemment, un côté positif, le soi fort en général, il a une excellente résistance et une grande ténacité face aux difficultés. Troisième driver, le soi parfait. Là, toujours dans la tête, tu peux mieux faire. Donc, il se met en général pas mal de pression et il a besoin à la fois de contrôler, mais aussi de faire soi-même. On verra que nos drivers influent sur notre façon de gérer le temps. Déjà, vous sentez que pour un soi parfait, heureusement qu'il a une très bonne capacité d'organisation, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à déléguer et qui fait parfois un peu de surqualité. Comment l'identifier dans mon environnement? Eh bien, lui aussi, comme le soi fort, il a souvent un visage assez sérieux, parfois un peu sévère, parce que il se met beaucoup de pression, donc ça se ressent. Physiquement, il est un peu tendu, le corps droit, souvent un peu raide, et dans son mode de fonctionnement, il va aller chercher des mots compliqués, parce qu'il a besoin aussi dans son vocabulaire d'être parfait, donc d'aller chercher précisément le bon mot.
Il donne aussi l'impression d'être un peu inquisiteur dans les questions qu'il pose. Là aussi, il va rechercher une information très précise. Et puis, il peut avoir tendance à donner beaucoup de détails ou aller chercher la petite bête dans le travail des personnes autour de lui. Dans les mots qu'il utilise, beaucoup de « il faut »,« je dois ». Là encore, il se met une sacrée pression. Et le côté positif, je l'ai évoqué, excellente capacité d'organisation. Le plaisir. Alors lui aussi, mais pour d'autres raisons, il a parfois des petites difficultés avec la gestion du temps. Dans la tête, depuis l'enfance, ce message. Fais-moi plaisir, sous-entendu, ou tu me fais de la peine. Donc, le fait plaisir, il a besoin d'être aimé, apprécié par son entourage professionnel. Ce qui va générer, alors c'est jamais facile, hein, le savoir dire non. Ça aussi, on va en reparler. Comment travailler le savoir dire non? Alors, sous l'angle dire non à la demande qui nous est faite, et que ce ne soit pas perçu comme un non à la personne. C'est difficile pour tout le monde, mais c'est carrément horrible pour un fait plaisir qui a l'impression que quand il dit non à un de ses collaborateurs, eh bien, ce collaborateur, je mets des guillemets, ne l'appréciera plus. Et bien sûr, des impacts importants en gestion du temps, parce que si on dit oui, pardon, à tout, au bout d'un moment, on n'arrive plus à gérer les choses et on va perdre en crédibilité. Comment le reconnaître? Dans sa gestuelle, alors lui, c'est le contraire des deux précédents. C'est quelqu'un qui, en permanence, a des hochements de tête, il est dans l'acquiescement, il cherche le consensus et il veut surtout éviter toute forme de conflit avant son entourage. Il déteste le conflit. Dans son comportement, quelqu'un qui aime beaucoup obtenir des compliments. Donc, il va les rechercher. Est-ce que ça va? Est-ce que ça te convient ce que j'ai fait? Etc. Avec parfois des questions un peu manipulatrices, justement, pour aller chercher ces appréciations qui le nourrissent. Dans sa formulation, des mots ou des formules qui vont être « comme c'est gentil »,« s'il vous plaît »,« est-ce que vous auriez la gentillesse de… » Donc, vraiment un discours qui est très polissé, très… Voilà. Et bien sûr, des aspects très positifs d'adaptabilité, de flexibilité, de bonne ambiance qui vont en général régner autour d'eux. Et je termine avec le dernier driver qui est « fait des efforts ». Dans notre tête, si on est sous son influence, cette formulation « donne-toi un peu plus de mal » parce que si on réussit à vaincre sans effort, on triomphe sans gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un fait des efforts, la vie est une lutte permanente. Et si on obtient un résultat sans avoir combattu, ce résultat, finalement, il n'a pas tellement de valeur. Du coup, c'est fatigant, là encore, d'être soumis à ce driver. Et on reconnaît l'effet des efforts parce qu'ils ont souvent des gestes un peu saccadés, un visage crispé, une respiration retenue. Souvent, leur ton de voix est très las, très fatigué. Oui, c'est logique, hein, ils se mettent en permanence une pression, ils sont toujours dans l'action. Une expression donc qui va être très concentrée en permanence. C'est fatigant, je le disais, d'être soumis à ce driver. Donc, ce sont souvent des personnes qui ne terminent pas leur phrase. Vous vous rappelez, au début, on a parlé du dépêche-toi. Il empêche les autres de finir leur phrase. Lui, il ne termine pas ses phrases. Il ne va pas au bout de ses actions. Il est déjà passé à quelque chose d'autre. Et dans les mots utilisés, j'essaye, c'est dur, c'est l'enfer. Enfin, voilà, il montre toute la difficulté qui est la sienne dans ce combat quasi permanent. Aspect positif, excellente capacité à tenir bon face à l'adversité. Voilà. Alors, bien évidemment, là, je vous ai donné pour les 5 la version un petit peu extrême. Souvent, voilà, on est soumis, mais on n'a pas tout ce que je suis en train de vous décrire ici. En tout cas, si sur l'un ou l'autre de ces drivers, et on fera un point tout à l'heure là-dessus, si vous le souhaitez, on va regarder si on a une influence un peu forte, ce que l'on va faire pour l'adoucir.
Et ce que l'on va faire, c'est apprendre à se donner un certain nombre de permissions. Je reprends les différents messages contraignants. Si c'est soit parfait qui est dominant chez moi, le travail que je vais devoir réaliser sur moi, c'est d'accepter parfois de faire des erreurs. Et bien sûr, ça va aller un petit peu plus loin, parce que le soi parfait, non seulement il ne se donne pas le droit à l'erreur, mais bien évidemment, il ne le donne pas à ses collaborateurs. Et ça, dans la posture de leader, ça peut lui causer des difficultés. Donc, j'ai le droit de faire des erreurs, mes collaborateurs aussi. Alors, je précise toujours, le droit à l'erreur n'est pas le droit à la répétition de l'erreur. Mais voilà, une erreur, ok, j'accepte. Pour le soi fort, la permission qu'on va se donner, et ça va être tout un travail, c'est j'ai le droit d'accueillir ma dimension émotionnelle, d'accepter de percevoir cette émotion, cette sensation, et peut-être d'en faire quelque chose. Pour le fait plaisir, j'ai le droit de temps en temps de vivre selon mes valeurs, plutôt que de m'adapter toujours à celles des autres. Pour le fait des efforts, j'ai le droit d'atteindre mes buts, les miens, ceux que je me suis fixés, mais j'ai le droit aussi de me limiter et j'ai le droit d'atteindre mon but sans avoir fait des efforts démesurés et de savourer ma réussite. Enfin, pour le dépêche-toi, il s'agit d'accepter de prendre son temps plutôt que d'être toujours dans cette course permanente qui fait que tout est rapide chez lui, même quand il n'y a pas besoin de se presser, il court, il mange à toute vitesse, il dévore son repas, etc. Donc, j'accepte de prendre mon temps. Donc, ça paraît simple, ces permissions, quand on les évoque comme cela, mais quand on est soumis à ces drivers, ce n'est pas du tout si simple et ça va prendre effectivement un certain temps pour adoucir les messages contraignants. Donc, je vous propose qu'on reparle de ça tout à l'heure en fonction des questions que vous aurez peut-être sur les résultats de vos diagnostics. Et je passe maintenant au deuxième théoricien dont je souhaitais vous parler ce soir. Donc, il s'agit d'Hermann. Et le modèle d'Hermann, qui est le modèle des préférences comportementales, est le père d'un certain nombre d'autres modèles de personnalité que vous avez peut-être déjà croisés, MBTI, ProcessCom, etc., etc. Il y a de nombreux modèles de ce type-là. Pourquoi j'aime bien le modèle d'Hermann? Pour son côté très pratico-pratique. Certains modèles, vous avez, je caricature mais pas beaucoup, 12 sous-catégories. Pour intégrer ça, mémoriser et utiliser dans le quotidien, c'est compliqué. Avec Hermann, vous allez voir, c'est 4 grands cadrans. Donc, beaucoup plus facile de se l'approprier et beaucoup plus facile de l'utiliser au quotidien. La deuxième chose que j'aime bien chez Hermann, c'est l'appellation des préférences comportementales. Il ne s'agit pas d'enfermer une personne dans un cadran et de dire qu'elle n'est pas bonne dans les autres. Préférence, c'est juste son goût. Ce n'est pas une évaluation de ses capacités, c'est vers quoi, ce qu'elle aime faire, vers quoi elle aime tendre. Alors, je rentre tout de suite dans la présentation du modèle. Vous découvrez en même temps Hermann, charmant jeune homme sur la droite de votre écran. Et pour comprendre les cadrans, on va revenir déjà, vous voyez apparaître un peu de jargon sur l'écran, le mode cortical, le mode limbique. Il y a aussi, même si ce n'est pas inscrit sur l'écran, le mode reptilien. Tout ça, vous le savez, ce sont des zones de notre cerveau. La zone reptilienne, que nous partageons évidemment avec les animaux, c'est ce qui a permis, entre autres, la survie de l'être humain, qui, à l'époque peut-être des hommes des cavernes, quand ils se retrouvaient face, je ne sais pas moi, un lion, ne s'interrogeaient pas sur qu'est-ce que je ressens,
ne commencez pas à faire un plan d'action sur comment je vais réagir en 12 étapes. Non, le reptilien, il y a un danger, je prends mes jambes à mon cou et j'essaye de sauver ma vie. OK. Donc ce modèle-là, cette partie du cerveau, on ne va pas forcément l'aborder avec Hermann. En revanche, les deux autres, oui. Et les deux autres, c'est le limbique. Le limbique, nous le partageons aussi avec la plupart des animaux. C'est la dimension émotionnelle. Et puis, le cortical. Alors longtemps, on a dit, le cortical, c'est le propre de l'homme. Aujourd'hui, on sait que certains animaux ont un raisonnement qui est extrêmement poussé. Bon, mais en tout cas, limbique, c'est l'émotion, cortical, c'est le raisonnement. Je continue à vous présenter le modèle. Vous voyez aussi de part et d'autre les notions d'hémisphère gauche du cerveau et d'hémisphère droit. Hémisphère gauche, on a tendance à dire c'est le côté très rationnel du cerveau. Hémisphère droit, beaucoup plus intuition, créativité. À partir de tout ceci, vous voyez apparaître les 4 cadrans appelés ABCD, avec un code couleur à chaque fois. Et on va rapidement, dans un premier temps, balayer ces 4 cadrans. Je commence avec le A, en haut à gauche. Si je suis, je mets des guillemets, cortical gauche, ma préférence de fonctionnement, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement logique, d'analytique. J'aime les chiffres, j'aime les tableaux d'analyse, de retour sur investissement, etc., etc. Plutôt orienté technique. Pardon. Si je suis limbique gauche, le B, en bas à gauche, là, ma préférence comportementale, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. J'adore tout ce qui est planning, process. Et j'aborde les choses de façon plutôt séquentielle. Alors, on verra que souvent les diagonales peuvent un peu frictionner. Donc, on verra que le cortical droit à l'opposé, ce n'est pas une approche séquentielle, c'est une approche globale. Donc, du coup, ils ont du mal, souvent, à communiquer. Je passe au C, le limbique droit. Ce sont des personnes qui sont avant tout dans l'affect, dans la relation. Donc souvent sensitives, souvent assez émotionnelles. Et le cortical droit en haut à droite, c'est l'innovation, c'est la créativité, la synthèse, l'intuition et l'approche globale des concepts. Donc déjà en vous présentant ce modèle, même si vous n'avez pas effectué le diagnostic, souvent vous avez déjà une très bonne idée de votre préférence comportementale et éventuellement votre sous-préférence. Le diagnostic que je vous ai transmis est assez simple. Je vous l'ai transmis parce qu'il a l'avantage d'être gratuit. Si vous passez le vrai diagnostic d'Hermann sur Internet, qui coûte quand même un certain budget, je crois que c'est aux alentours de 150 €, vous allez avoir une analyse très précise où, au-delà de vos zones de préférence, on vous montrera quelles sont vos zones dites de neutralité et vos zones d'évitement. Alors, vous sentez derrière ces mots de neutralité et d'évitement qu'effectivement, alors certains, nous avons tous en général une ou deux zones de préférence. Nous avons, alors, zone d'évitement, ça veut dire, imaginons que ma zone d'évitement soit le B, le côté organisé, séquentiel, planifié. Ça va vouloir dire que je ne suis pas très à l'aise là-dessus et surtout que j'ai du mal à communiquer avec les personnes qui l'ont en zone de préférence. Donc, intéressant de se poser la question de nos zones d'évitement et, si nous le souhaitons bien sûr, de travailler là-dessus pour les amener à minima sur une zone de neutralité. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, alors deux choses importantes, nous avons besoin idéalement d'être le plus possible à l'aise sur les 4 zones. Dans le passé, souvent,
À chaque zone correspondaient des métiers. Vous étiez dans le A, je ne sais pas, moi, vous étiez directeur financier, ingénieur ou expert comptable. Dans le B, vous travailliez dans la logistique. Dans le C, vous étiez peut-être dans le commerce ou assistante sociale, etc., etc. Aujourd'hui, dans la plupart des métiers, la difficulté, c'est que nous avons besoin d'être bons partout. Un expert comptable aujourd'hui, bien sûr qu'il doit être à l'aise avec les chiffres et certainement avec les plannings, mais on va lui demander aussi d'avoir une très bonne relation avec ses clients, donc d'avoir peut-être une dimension aussi commerciale, et pourquoi pas d'aller organiser des événements pour les mettre en relation et se différencier de ses concurrents. Vous voyez ce que je veux dire? D'où cette importance de travailler notre flexibilité. Et puis le deuxième volet, c'est que nous avons besoin de communiquer avec des personnes qui sont parfois très différentes de nous. Et donc on va être obligé de nous adapter. Je vous donne un exemple que j'ai vécu récemment. J'ai travaillé avec des médecins d'une grande entreprise française de transport et ces médecins insistaient beaucoup. Alors évidemment, ils étaient plutôt limbiques droit, hein, dimension humaine, c'est préférable pour un médecin. Et ils étaient confrontés à des financiers qui trouvaient que leur travail coûtait cher. Alors, ils avaient envie de défendre une approche préventive. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un veut me parler ou si c'est juste un bruit de fond. Non. Alors, je continue. Donc, ces médecins avaient envie de promouvoir des approches. Catherine, il me semble que c'est Abdoulaye qui cherche à nous joindre, parce que c'est lui qui vient souvent avec beaucoup de bruit. Pardon? Abdoulaye, il me semble que c'est lui qui est en train de rejoindre le groupe. C'est bon, je vais suivre ça. Ok. On s'appelle. Ah. Alors, est-ce que vous pouvez passer en muet? Parce que là, on a un petit bruit de fond. Je reprends. Donc, j'étais en train de vous parler de ces fameux médecins de l'entreprise confrontés à des financiers qui trouvaient que leurs recommandations de prévention, etc., en matière d'accident du travail, ça coûtait très cher et qui étaient beaucoup plus à leur dire « Attention, aspect financier, il faut réduire les entretiens, il faut réduire les visites, il faut réduire tout ça. » Première piste, et nous sommes tous pareils, si nous sommes par exemple un bic droit, on va essayer de convaincre avec nos arguments très axés sur la dimension humaine. Mais, et c'est là que ça a été intéressant, ces médecins, en tout cas l'un d'entre eux me dit, tous mes arguments, ça n'a pas marché. Ils étaient là avec durée d'entretien, rentabilité, etc. Et à un moment donné, je me suis dit que si je voulais les convaincre, il fallait que je parle le même langage. Et donc, il s'est challengé, il a pris des petits tableaux, il a complété, il a fait des beaux PowerPoint avec des diagrammes, il est venu voir les financiers et en leur parlant un langage qu'ils pouvaient entendre, il leur a prouvé que toutes les actions préventives mises en place non seulement ne dégradaient pas la rentabilité, mais au contraire permettaient d'améliorer les résultats financiers. Et là, il a eu l'oreille de ses financiers. Donc, c'est ça un petit peu la morale d'Hermann. Il ne s'agit pas de se transformer, il s'agit de comprendre que là encore, il n'y a pas un bon ou un mauvais cadran, il y a des façons de fonctionner qui sont différentes. Et si nous voulons communiquer et convaincre, ce qui est quand même souvent important pour nous, il va falloir parler le langage du cadran auquel nous nous adressons. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de simple, mais qui va là encore se travailler et nous permettre au fur et à mesure d'être vraiment fluide et à l'aise, quel que soit l'interlocuteur qui est en face de nous. Alors, bien évidemment, vous le sentez aussi, une bonne équipe, c'est une équipe à l'intérieur de laquelle on trouve un peu de tout. Donc, attention à un recruteur qui, pour faire plaisir à un patron, quand il va recruter pour ce patron, pourrait se dire
le patron, il est cortical droit, je ne mets que du cortical droit dans son équipe. Ils vont très bien s'entendre. Oui, ils vont très bien s'entendre. Mais ce qui fait fonctionner une équipe, c'est la diversité. Et donc, dans une équipe, on doit avoir des gens plutôt en A, plutôt en B, plutôt en C, plutôt en D. On va apprendre à se challenger, on va se compléter et on va fonctionner efficacement. On creuse un petit peu plus, donc on reprend ce qu'on a évoqué, mais ça aussi, c'est vous aider à le repérer dans votre entourage. Le cortical gauche, donc je ne reviens pas sur le côté technique et chiffres, mais vous le reconnaissez aussi par son côté très logique, très analytique. C'est quelqu'un qui a un fort esprit critique et qui est vraiment dans le raisonnement. Le limbique gauche, très prudent. Il a besoin de sécurité, il a besoin de contrôle. Il est plutôt conservateur, très organisé et très ponctuel. Le limbique droit, très expressif. Souvent quelqu'un qui parle beaucoup et qui, évidemment, est beaucoup dans le contact humain. Et le cortical droit, en haut à droite, il est souvent curieux, joueur, il adore les surprises, il adore outrepasser les règles et c'est quelqu'un qui prend des risques. Voilà qui va vous aider, là encore, à identifier les préférences comportementales de votre entourage professionnel pour mieux vous y adapter. On va entrer dans les notions de conviction et de motivation. Alors, j'en avais un peu assez des termes cortical droit, cortical gauche, donc j'ai choisi de les renommer. Donc, en haut à gauche, je l'ai appelé le financier. Si vous voulez convaincre et motiver quelqu'un qui est plutôt dans ce cadran, vous allez devoir répondre à 2 questions qu'il se pose en permanence. Et ces 2 questions, c'est quoi et combien. Et vous allez argumenter en vous appuyant en permanence sur des faits, sur de la méthodologie, sur des analyses de chiffres, des retours sur investissement, des conditions financières. Si vous êtes en bas à gauche face à un planificateur, les 2 questions clés pour lui, c'est quand et comment. Et les arguments, les preuves pour le convaincre, des références, vous vous rappelez qu'il est sécurité, donc les références, c'est très important pour lui, des preuves concrètes, tout ce qui va être mode d'emploi, tout ce qui va être process, c'est ce qui va permettre de le faire avancer. L'empathique, en bas à droite, 2 questions clés pour lui. Qui et à qui? Tout est tourné vers l'humain. Et pour le convaincre, on va utiliser notre qualité relationnelle, on va échanger, on va discuter, et puis des anecdotes, des exemples, des bénéfices, mais toujours orientés vers les personnes. Je termine avec l'innovateur en haut à droite. 2 questions clés, où et pourquoi, sous-entendu dans quel but. Là, mes outils de conviction, proposer des idées nouvelles, des images, des métaphores, des possibilités cachées, ou encore rebondir sur des initiatives personnelles. Donc, j'adapte à chaque fois mon discours et mon registre de preuves. Alors, je vous ai résumé tout ceci à travers cet exemple. On va imaginer que vous vous adressez à un interlocuteur. Alors, je reprends toujours en haut à gauche pour commencer. Il est plutôt financier. Je dois répondre à combien et quoi. Je vais lui dire, par exemple, que ce projet que je lui propose représente un investissement de 280 000 € qui sera amorti au 41e mois et que ce projet porte sur l'équipement en CRM de la totalité des postes commerciaux. Donc, je suis précis dans ma présentation et dans les données financières. S'il est plutôt planificateur, je vais lui dire que la mise en place demande en général 3 journées, mais qu'en prévoyant le double, nous sommes sûrs de commencer avant la deadline du 17. Et là, je réponds à ses besoins aussi de sécurité et de précision, puisque j'ajoute la chose suivante. Concrètement, le service qualité transmettra les procédures complètes le 12 à 9 h.
hyper précision. S'il est empathique, je vais lui dire que la qualité des personnes impliquées dans le projet est de bon augure, que je sens bien la démarche et que ce projet va permettre à chaque membre de l'équipe de s'exprimer et de progresser. Et s'il est innovateur, je vais lui dire que le projet s'inscrit dans notre stratégie et de développer des nouvelles niches en complément de notre marché actuel et qu'on va faire ça, le lancement à l'extérieur, pour avoir plus de liberté, plus de recul, avec un invité surprise pour élargir encore nos horizons. Donc vous voyez que sur un même thème, je vais complètement adapter mon discours selon la préférence comportementale de mon interlocuteur. Je vais terminer avec un petit focus sur le manager. Herman, évidemment, c'est valable, quel que soit le collaborateur dans l'entreprise. Et les managers, évidemment, sont plutôt, eux aussi, l'un ou l'autre. On redémarre en haut à gauche. Le manager dit technique. C'est un homme de dossier pour qui les aspects financiers et les données chiffrées priment. Les résultats sont ce qu'il y a de plus important que la manière de les obtenir. Critères de jugement, ce sont des indices de performance. La communication est assez réduite. Il aime bien consulter les spécialistes et pour décider, il donne toujours la priorité aux aspects techniques. Si mon manager est plutôt en bas à gauche, hiérarchique, il fait confiance aux méthodes reconnues. Rappelez-vous ce besoin de sécurité. Il n'aime pas le changement. Et du coup, il va valoriser l'ancienneté, être hyper attentif aux détails avec un très fort respect des règles, des process et de la hiérarchie. La communication existe, mais elle est assez formelle. Et c'est quelqu'un qui, globalement, est vraiment dans la régularité, dans la fiabilité, très fidèle aussi dans l'entreprise. Manager participatif. Lui, il fait confiance aux individus et valorise le contact humain. En général, il règne une bonne ambiance dans son équipe parce qu'il écoute, il dialogue, il partage, il est très sensible à l'ambiance et à la mise en place d'un bon esprit d'équipe. Et mon visionnaire, lui, il est complètement stimulé par tout ce qui est changement, l'opposé du hiérarchique. Il a toujours cette vision très globale et stratégique, cette prise de risque. Il adore l'innovation, il est très adaptable, trouve toujours des solutions et il travaille en général très vite. Pour motiver, vous le devinez, le manager en haut à gauche, il motive par la compétition, la pression, il récompense par l'argent. En bas à gauche, il motive par la promesse de sécurité et il récompense l'ancienneté. L'empathique, il récompense en valorisant. Il sait maintenir le moral, il sait créer la solidarité. Et c'est la qualité des relations qui va, selon lui, permettre de stimuler l'équipe. Et mon innovateur, lui, il va développer le potentiel de son équipe et les stimuler en évoquant toutes les perspectives qui s'offrent à eux pour le futur. Voilà, sur ce petit tour d'horizon de ces deux modèles. Alors, je voulais garder un peu de temps et on le fera à chaque fois pour échanger avec vous. Donc déjà, peut-être reprendre le diagnostic des drivers. Je vais faire apparaître à l'écran. Alors, vous avez normalement répondu à 35 affirmations. Notez dans le petit tableau en bas à droite qui apparaît, selon la question, votre réponse, ce qui vous permet d'établir 5 totaux, soit parfait, soit fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais plus d'efforts. Donc, on retrouve bien nos drivers. Probablement, mais ce n'est pas obligatoire, on va en reparler, probablement que vous en avez un ou deux qui sont plus élevés que les autres. Donc, plus élevé, on a vu que ce n'est pas forcément un problème, c'est votre dominante. En revanche, si le score vous paraît un petit peu trop élevé, c'est peut-être intéressant de vous dire, est-ce que j'ai intérêt à l'adoucir?
Donc ça, c'est le premier diagnostic. Et je vous montre maintenant le second. Alors, le voilà, c'est le petit diagnostic d'Hermann. Je vous ai dit que ce n'est pas l'intégralité. Donc là, vous avez à nouveau un certain nombre d'affirmations. Alors là, l'exercice est un petit peu différent. On vous demande de sélectionner parmi ces 24 affirmations celles qui vous parlent le plus et d'en sélectionner 10. Et pour les 10 que vous allez sélectionner, vous allez cocher la case blanche correspondante à la ligne. Ce qui vous permet, là encore, de faire des petites additions et de découvrir si vous avez ou pas une dominante et vous retrouvez effectivement le A pour le cortical gauche, le B pour le limbique gauche, le C pour l'humain et le D pour l'innovation. Donc, je vous laisse maintenant la parole. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que dans l'interprétation des résultats du diagnostic, vous êtes surpris ou pas? Comment est-ce que vous réagissez? Tout le monde s'est endormi. Catastrophe. Alors là, vous êtes tous en muet. Donc, si vous voulez me parler, en revanche, il faut que vous repassiez en mode actif. Ouais, c'est pas un don. Je pense que la matière était très bonne. Ça reprend un peu personnellement, je dirais, mon profilage. Je me suis retrouvé surtout dans l'exercice du diagramme de Hermann. Oui. J'ai fait l'exercice hier et je suis tombé personnellement à la classe, la catégorie A et B. D'accord. Ce qui correspond parfaitement à mon profil. Même, je me rappelle quand on était avec les collègues lors de notre première rencontre à Abidjan au mois de juillet. Voilà, quand je me présentais, c'était ça en tout cas. Hein. Donc, je suis plus attiré par les chiffres. Je dirais côté émotionnel, un peu en tout cas, pas beaucoup. Je suis pas bon dans la communication, donc logique. Et du coup, voilà, je me retrouve un peu dans la partie gauche entre A et B. Et même les résultats que j'ai obtenus, j'avais plus de points entre A et B et moins de points C et D. Et donc, mais je comprends que voilà, si on doit renforcer nos capacités de manager, étant donné qu'on doit travailler avec d'autres personnes. Donc, il va falloir peut-être aussi améliorer un peu ma vision, avoir une vision plus globale, aussi être attentif, ne pas couper certaines personnes. Voilà, donc comme tout à l'heure, là, je me disais, écoute, la prof, il va nous donner la parole quand, donc j'étais vraiment dans la partie dépêche-toi. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est l'outil. Je pense qu'il a vraiment été, je ne sais pas, peut-être testé à plusieurs reprises sur plusieurs personnes. Et on ne fait pas. Voilà, donc ce qui est tout à fait logique et normal qu'on tombe aussi dans ces profilages. Voilà, après, chacun retrouve là où il a ses points forts et les points améliorés. Donc, pour moi, les points améliorés seraient plutôt vers la partie droite. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, effectivement, le côté gauche dominant, très bien. Hein, c'est sûrement très intéressant par rapport à votre métier. Donc, il ne s'agit pas du tout de l'abandonner, mais il s'agit, par rapport à vos collaborateurs qui sont plutôt côté droit, d'arriver effectivement à communiquer, hein, à les convaincre, à les motiver, à échanger avec eux.
Et je vais vous donner un exemple, alors qui n'est pas tout à fait dans ce que vous évoquiez, mais quelque chose que j'ai vécu il y a pas longtemps. Euh, je crois qu'il y a un petit bruit de fond. Voilà. Donc, l'exemple que j'allais vous donner. Il y a Koulibaly encore aussi il doit couper son. Ben, je l'ai mis en muet et ça continue. Alors là, je ne sais plus. Ah oui. Voilà. Parfait. C'est pas grave. Si vous voulez parler, vous remettrez. Hein. Donc, j'étais en train de vous donner un exemple pour illustrer ce que vous avez dit. C'est quelqu'un qui était pour le coup à l'opposé, donc en bas à droite, extrêmement orienté, humain, etc. Et dans son équipe, il y avait une personne qui était à l'opposé, très professionnelle, mais très « j'ai une vie privée après le travail ». Donc, pour tout faire, je fais du 9h, 17h, mais alors à fond. Et la manager qui allait voir cette personne était en permanence à lui dire « mais faudrait qu'on discute, on va prendre un petit café ensemble, on va déjeuner ensemble ». Et la réponse de l'autre, c'était « non, non, je ne prendrai pas de petit café parce que j'ai pas le temps, il faut que je dépote, etc. » Et le modèle l'a beaucoup aidé à comprendre que cette personne, c'est pas qu'elle l'aimait ou pas, c'est qu'elle avait un mode de fonctionnement différent et qu'en tant que manager, c'était à elle de s'adapter. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, la deuxième chose qui peut vous amener à renforcer la partie droite, c'est un peu ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit notre métier, travailler alors la relation humaine, bien sûr, quand on est leader, mais aussi tout le côté un peu innovation, créativité, approche globale, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment ces deux parties. Après, il ne s'agit pas de se faire violence, donc vous y allez doucement par petites touches. Et puis, c'est un petit peu le sens, parce que vous avez aussi un travail de suivi, alors qui n'est pas très long non plus après le webinaire, mais l'idée du travail de suivi, c'est quoi? C'est vous amener le plus vite possible à transposer dans la vraie vie ce que nous voyons ensemble. Sinon, ça restera une heure, j'espère, agréable, mais ça ne vous sera pas utile. Et moi, j'ai envie de vous amener une caisse à outils, donc de vous inciter à pratiquer. Je vous l'ai dit, les fiches de suivi, elles ne sont pas à me rendre. Je ne suis pas, enfin voilà, vous êtes grand adulte, bien sûr, il y aura des examens à la fin pour… Mais le but, c'est vraiment de vous inciter à pratiquer pour que très vite, ça devienne quelque chose d'acquis. Vous savez que c'est quand on pratique quelque chose qu'on le mémorise. Donc, dans la fiche de suivi, on va vous dire, par exemple, est-ce qu'il y a une personne avec laquelle tu as du mal à communiquer? OK. Quel est son profil? Quel est le tien? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer les choses? Et comme ça, le modèle comportemental, par exemple, vous allez le mémoriser et l'utiliser pour en permanence améliorer les choses. Les drivers dont on a moins parlé, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir peut-être sur le diagnostic des drivers? Est-ce que vous avez eu des surprises, des étonnements, ou est-ce que ça vous paraît logique? Catherine, j'aimerais bien intervenir concernant toujours Herman. Oui. Donc, moi, je suis donc sur 4303. Alors, attendez que et je suis… Ah, d'accord. Pardon. Vous n'êtes pas très empathique, Patrick. Et justement, je suis vachement surpris parce que j'avais l'impression de l'être. D'accord. Alors, je plaisante évidemment en vous disant ça. Donc déjà, première chose, ce n'est qu'un diagnostic. Ouais. Donc, voilà. Souvent, on se reconnaît. Quand on ne se reconnaît pas, est-ce que vous avez vraiment, si vous vous repenchez dessus et que vous le réalisez, est-ce que vous avez les mêmes résultats? Est-ce que vous ne l'avez pas fait un peu rapidement? Est-ce que c'est vraiment les 10 affirmations prépondérantes? Vous avez le droit aussi de le refaire. Donc, je regardais tout à l'heure justement parce que je n'avais pas fait attention au score, à vrai dire. Je n'ai pas voulu regarder le score, donc je l'ai fait concrètement. Et là, quand j'ai regardé effectivement dans le détail, j'aurais choisi les mêmes. J'aurais choisi les mêmes 10. Donc voilà. Donc peut-être que effectivement
Je le suis moins qu'avant, possible aussi. Voilà, mais voilà. Donc, sincèrement, bon, j'étais un petit peu surpris d'avoir que 0 sur la partie bâtie, justement. Mais bon, je pense que de toute façon, j'aurais choisi dans l'ordre crescendo, j'aurais vraiment choisi les 10 premières que j'avais choisies au départ. Donc, non, je ne changerai pas sur le. Ok. Alors, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'interroger un peu votre entourage sur son ressenti. Oui. Parce que quelque chose qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez peut-être aussi changé. J'aime bien quand je travaille le modèle d'Herman, poser la question aux personnes, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous étiez il y a quelques années? Si nous sommes dans une équipe de direction, imaginons que tout le monde est empathique, vous êtes empathique, tout le monde est empathique, ça pose une difficulté, je l'ai évoqué. Une bonne équipe, il y a de tout. Et donc, comme on se rend compte qu'il manque peut-être la dimension, je ne sais pas moi, innovation, planification, ça peut obliger certains membres de l'équipe à évoluer. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous est arrivé et qui pourrait expliquer cette diminution de la part d'empathie. Donc là encore, juste interroger votre entourage, vos collaborateurs. Est-ce que tout est OK pour eux? Comment ça se passe? Et puis voir s'il y a besoin d'adapter à nouveau ou si c'est OK par rapport à votre poste actuel et votre situation actuelle. Parce que dans l'équipe, un super empathique qui fait le boulot et que vous êtes plutôt axé sur d'autres priorités. Ça peut être tout simplement l'explication. D'accord. Merci. Que quelqu'un d'autre voulait poser une question? Quelqu'un a levé la main. Alors peut-être, lever la main, c'est le petit symbole, hein, mais peut-être. Alors, Baby Agda. Je voulais m'exprimer, Joël. Ah, Joël. Moi, je suis à 4, 3, 2, 1. D'accord. Mais justement, quand je regarde un peu les questions, je me dis, est-ce que notre profession ou bien nos activités ne nous amènent pas à changer et à devenir un peu comme ces questions-là qui ont été posées? Alors, bien sûr qu'il y a un lien entre la profession et les préférences comportementales. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit aussi, le monde actuel qui, dans le passé, associait véritablement une préférence comportementale à un métier, mène aujourd'hui de plus en plus à travailler l'ensemble des préférences comportementales, quel que soit notre métier. Donc ça, c'est une approche métier. Mais ce qui est intéressant et complémentaire, c'est ce qu'on évoquait avec Patrick, c'est qu'au-delà du métier, les personnes avec lesquelles nous travaillons, si elles sont toutes dans la même préférence comportementale, là, ça peut nous inciter à bouger pour que tout soit représenté. D'accord. Après, vous avez un peu des trois. Donc, peut-être que votre travail, c'est plutôt travailler la dimension innovation. Approche globale, innovation, créativité. Voilà, c'est peut-être juste le petit point à travailler parce que sinon, 4, 3, 2, bon, on va dire c'est relativement équilibré. D'accord, merci. D'autres questions? Alors, vous êtes tous très Herman, pas tellement driver. Oui, Mahata? Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question aussi, ça va dans le sens des possibilités de changement, quoi. Parce que comme l'a dit le précédent intervenant, Joël, c'est que dans certains métiers, effectivement, il y a certaines qualités qui sont recherchées et qui donnent beaucoup plus de chances en termes de succès. Et puis, de par votre expérience, qu'est-ce que vous pensez si la personne devrait, par exemple, changer pour cadrer beaucoup plus à ce qu'il est en train de faire, quoi? Est-ce qu'il y a des techniques pour le faire ou je ne sais pas? Alors, rappelez-vous que Herman, on n'est pas sur des compétences, on est sur un goût pour un cadran. D'accord? C'est Mahatan, hein? C'est Mahatan, pas Herman. Mahatan.
Non, Herman, c'est le modèle. Le modèle. Ah, ok. Vous parlez du modèle. D'accord. J'ai oublié qu'il y avait un modèle Herman. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, dans le modèle d'Herman, c'est pas bon ou pas bon, c'est avant tout, j'aime faire telle chose. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que je peux changer? Oui. Dès lors qu'il y a une prise de conscience, et là c'est le diagnostic entre autres, mais aussi l'envie ou la nécessité d'aller travailler, oui, vous pouvez le faire. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, quand j'ai fait le diagnostic, ma dominante, ça tombe bien par rapport à mon métier de coach et de formateur, c'est plutôt en bas à droite dans l'empathie. OK. Ma sous-dominante, c'est planning, process, ponctualité, organisation. Pas mal aussi dans mon métier. La partie en haut à gauche, les chiffres, neutre. Neutre, je suis une ex-directrice du marketing, j'ai fait pas mal de tableaux de chiffres, d'analyse, comptes de résultats, machin. Je sais faire, mais ça ne me fait pas fantasmer. Neutralité. Et ce qu'il fallait que je développe, là où j'étais vraiment, c'est en haut à droite, innovation. Et du coup, parce que j'ai eu envie de le faire, moi je crois beaucoup en la force de l'esprit humain, je me suis mis le challenge. Et là où j'étais peut-être très classique dans mes approches de formation, c'est là que j'ai commencé à intégrer le travail collaboratif, que je me suis formée au co-développement, j'ai travaillé sur des extraits de films et j'ai réussi à me challenger sur cette partie. Et aujourd'hui, c'est devenu peut-être un de mes axes forts. Donc oui, si vous le souhaitez, je suis convaincue que vous pouvez travailler les 4 cadrans et surtout être dans cette idée d'être capable de communiquer avec chaque représentant des différents autres cadrans. Et c'est ça qui est génial et passionnant parce que du coup, vous sentez que la relation se fluidifie et nous ne sommes plus dans ce cas-là dans le côté mais un tel, mais quel, je caricature, hein, quel neuneu celui-là, comme me disait une fois une personne, mais non, il n'est pas neuneu, il fonctionne différemment. Et mon rôle de manager et leader, c'est de comprendre son fonctionnement, de ne pas le juger et de m'y adapter pour obtenir le meilleur de cette personne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à votre question. Vous avez effectivement répondu. Merci. Ok. Bon. Ah, on a un problème de réseau. Peut-être vous avez intérêt à passer en mode invisible. Là, je ne vous entends pas du tout. Retirez la vidéo pour gagner de la bande passante sur le son. Ça ne marche pas. Coupez la vidéo. Ouais, allez-y. Ah, oui, Catherine, donc je voudrais peut-être passer sur les drivers. Parce qu'on oui. Oui, les pauvres drivers, tout le monde a l'air de s'en moquer, ça ne va pas du tout. Donc, bon, je suis obligé de prendre mon cas précis, je suis désolé. Mais donc, sur le driver, soit parfait 23, soit fort 12, dépêche-toi 13. Alors, attendez, ça a un tout petit peu coupé. Vous pouvez me redire? Oui. Alors, soit parfait 23. 23. Soit fort 12. Ouais. Dépêche-toi 13. Ouais. Fais plaisir 21. Ouais. Et fais plus d'efforts 18. D'accord. Donc, vos dominantes, soient parfait et fait plaisir. C'est ça. Vous vous reconnaissez? Plutôt, oui. Ok. Alors, c'est intéressant parce que c'est complémentaire du précédent diagnostic où vous me dites que je pas assez empathique. Là, oui. on voit qu'en fait, vous, historiquement, puisque là, c'est depuis votre enfance, il y a de l'empathie. Le fait plaisir, il est très orienté vers l'autre. Hein. Tout va bien. Ça confirme ce qu'on évoquait, c'est certainement votre environnement professionnel qui vous a amené à développer les autres cadrans. Des choses qui se recoupent.
Donc, dès lors que vous vous reconnaissez, on a vu que ces deux drivers, comme tous les autres d'ailleurs, il y a des vrais atouts. Vous allez simplement veiller aux effets de bord. Le soi parfait, on l'a dit, attention. Souvent, quand il y a comme ça beaucoup de soi parfait, enfin un peu plus de soi parfait et de fait plaisir, vous risquez d'avoir des soucis en gestion du temps. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Un petit peu, justement, j'ai fait en parallèle une petite formation sur la gestion du temps. D'accord. Donc, si vous avez fait cette formation, voilà. Donc, je reprends. Si vous avez fait cette formation, j'imagine c'est que vous ressentiez certainement un besoin de le faire. Et effectivement, soit parfait et fait plaisir, soit parfait, j'ai du mal à déléguer. Donc ça, c'est un point de vigilance. Et on va en reparler dans le prochain webinaire d'ailleurs. Un manager, un leader, il doit apprendre à déléguer pour développer le potentiel de ses collaborateurs, mais aussi pour gagner du temps. Et fait plaisir, j'ai du mal à dire non. Et du coup, au bout d'un moment, je vais perdre en crédibilité ou je vais exploser parce que à prendre la charge des autres. Donc voilà, ça nous donne déjà probablement 2 axes de travail. Diminuer mon niveau de perfectionnisme, le droit à l'erreur, on en a parlé, et puis savoir dire non en formulant les choses de façon à ne pas entrer dans le conflit, parce que certainement vous n'aimez pas trop le conflit, mais en même temps, on a un petit, excusez-moi, j'ai un petit message. Vous n'avez pas reçu le document ni un mail. Alors ça, c'est Koulibaly. Encore warning, je suis perdue. Bon. Alors, j'espère que vous m'entendez. Je vais envoyer un petit message à la promo manager, mais normalement, si les autres ont tout reçu… Non, en fait, Catherine, en fait, Abdoulaye, il faudra qu'il aille sur son Blackboard pour télécharger. Oui, tout est sur… n'a pas la procédure, pour ne pas dire n'a pas le fil conducteur pour atteindre ces fichiers-là. Donc, c'est juste cela qu'il faut. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Koulibaly, vous m'entendez? Je ne sais pas. Alors. J'entends, oui. Ah, super. Donc, vous avez entendu la remarque de Jean, tout sur Blackboard. Donc, le mieux, c'est de contacter votre promo manager. Je crois que c'est Aude. C'est Aude, oui. Hein, pour qu'elle vous aide dans les process, parce que tous les documents, de même que l'enregistrement de la session, les PowerPoint, les fiches de suivi ensuite, tout est sur la plateforme. Et normalement, vous devez recevoir aussi un petit message qui vous dit « Demain, il y a un webinaire ». Donc, Aude, elle va vous expliquer tout ça. Ça va? Mais je pense que j'ai été mal traité parce que j'ai reçu une alerte ce matin, mais c'était sur un webinaire finance carrément. Ce n'est pas le mien. Bon. Voyez avec Aude et allez sur la plateforme et vous verrez tout y est sur Blackboard. J'ai reçu un message ce matin, mais ce n'était pas le mien, c'était pour un webinaire finance. Là, je sais, vraiment, il faut que vous voyiez avec Aude. C'est elle qui va vous aider là-dessus. D'accord? Abdoulaye, j'ai fait une formation payante. Hein. Si tu veux, on se prend sur WhatsApp après. Il fait du business, Joël. Bravo. Alors, n'hésitez pas à vous aider entre vous sur le groupe WhatsApp si au début il y a des petites difficultés. Mais de toute façon, il faut aller sur la plateforme et il faut aller chercher les infos parce que tout y est en général. Patrice? Oui, Catherine. Oui. Oui. Donc, tu nous demandais tout à l'heure de s'exercer régulièrement pour acquérir toutes ces compétences. Oui. Notamment sur, il fallait avoir notamment des connaissances ou bien des acquis sur les différents cadrans qui ont été présentés. Oui. C'est bien ça, hein?
C'est l'idéal. Après, c'est à vous de voir si vous en avez besoin dans votre quotidien. Moi, je vous donne des conseils, des pistes. À vous de voir si vous avez envie de creuser. D'accord. D'accord. C'est toujours le libre arbitre, heureusement. Hein. D'accord. Ok. Mais une question. oui. Je voulais savoir, est-ce que pour les notes finales, il y aura ce module-là? Et si oui, quel sera, on va dire quoi, un type d'épreuve? Parce que je ne vois pas de quiz, je ne vois pas de... Vous avez écouté mon précédent webinaire, Joël? Ah non, je n'étais pas là. Alors, revoyez. Il a eu lieu quand? On n'a pas participé. Hein. Je me souviens d'un webinaire où je me suis sentie un peu seule. Alors. En fait, on n'était pas informés. Peut-être il y a d'autres, mais moi personnellement, je n'ai pas participé. Je n'ai pas reçu des messages. D'accord. C'est ma première fois d'ailleurs de voir. Ouais. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce webinaire, il a été enregistré. D'accord. Donc, ce que je vous propose, la date, c'était quand d'ailleurs? Je suis en train de chercher. Je crois que c'était le 8 juillet. Ouais. Oui. Les 8 juillet, on n'avait pas encore commencé? Oui, On juillet. n'avait pas encore commencé? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de reprendre ces webinaires comme nous? On n'avait pas commencé. On n'avait même pas encore commencé le séminaire. À ce moment-là, notre première rencontre. C'est certainement une autre promotion, je pense. Ça doit être une autre promotion, bien évidemment. D'accord. D'accord. Alors là, vous me mettez un doute. Je vais reposer la question à Aude, parce que moi, sur les dates… Bon. Joker, là, j'ai un doute. Non, il faut même enlever les doutes que vous avez, parce que nous, notre première rencontre, c'était le 10 juillet à Abidjan, et c'est là qu'on a commencé notre formation, le 10 juillet. Mais en même temps, comme thème de ce soir, vous aviez bien la communication, vous avez la dimension interpersonnelle. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je vais demander à Aude, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a deux possibilités. Il y a eu un problème de date, mais si j'ai eu aucun d'entre vous, là, je demande à Aude de revenir vers vous, parce que normalement, ce webinaire que nous avons ensemble, à Abidjan, à moins qu'il y ait eu quelqu'un qui a animé la journée et qui vous ait présenté le co-développement en présentiel à Abidjan? Oui. Et ben voilà, j'ai tout compris. Voilà. Quand il y a du présentiel, il y a une journée où vous travaillez sur normalement l'explication du parcours, du mode d'évaluation, et on vous présente l'outil co-développement. Ok, c'est bien ça. C'est bien ce qui s'est passé. Si vous avez un doute, si vous avez oublié certaines choses, moi, ce que je vous conseille, vous savez que vous allez être deux promotions, enfin, vous êtes peut-être déjà deux promotions à suivre les mêmes webinaires. Et du coup, l'autre promotion, elle a eu, sous forme de webinaire, une présentation en 1 heure de ce qu'est le co-développement et du mode d'évaluation. Donc, demandez à Aude, exceptionnellement, qu'elle vous positionne cette autre promo, l'enregistrement, ce qui vous permet de vous rafraîchir les idées. Et la prochaine fois, s'il vous reste des questions sur l'évaluation, on en reparle ensemble. D'accord. Catherine? Oui. Catherine, alors dites-moi, on aura le support de présentation des cadrans, de tout ce que vous avez Absolument. énuméré, d'accord. À chaque fois, vous avez les documents de préparation. Ensuite, on vous met à disposition l'enregistrement. Okay. Le but n'est pas que vous ne soyez pas là, parce qu'évidemment, moi, je préfère qu'on ait ce temps d'échange entre nous. Mais voilà, vous êtes dans un avion, vous êtes bloqué, vous revisionnez la vidéo. Vous aurez aussi les slides et vous aurez les documents de suivi. Okay. D'accord? Donc, là, si vous avez un doute sur l'évaluation, demandez à revisionner
le premier webinaire que j'ai fait pour l'autre promo qui est avec vous et qui, elle, n'a pas de présentiel. Donc, j'ai fait un webinaire là-dessus. Et on en discute la prochaine fois s'il y a des questions. D'accord. Ça va à tout le monde? Ça va très bien. Bon, je suis très contente d'avoir fait votre connaissance. Et puis, on va se faire, j'espère, un super parcours pendant ces 14 mois. On va bien travailler ensemble aussi sur les co-développements. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas cet outil, que c'est un outil absolument fabuleux, vraiment basé sur l'intelligence collective qui apporte énormément. Vous vivez un parcours qui est un parcours très challenging, très difficile, vous l'avez dit, c'est vrai. C'est une année qui est compliquée. On est très content de l'avoir fait après. Et les groupes de co-développement, c'est vous appuyer sur vos collègues de promotion pour justement affronter les difficultés, les résoudre, avancer. Et cet outil, vous allez le maîtriser. Vous pourrez ensuite aussi l'utiliser dans votre entreprise. D'accord. Voilà. Donc, merci. Merci Catherine. Merci Catherine. Bonsoir. Une très bonne À très bientôt. soirée. Alors, Catherine, Oui, Merci beaucoup. qui me s'il vous parle? plaît, Oui. parce que moi, je suis à là, s'il vous plaît. Oui. Puis-je avoir votre mail? Vous voulez mon mail? Oui. Oui. Alors, mon mail, c'est Cobrecht, COBRECHT, @orange.fr. OK. Mais attention, je ne suis pas votre interlocutrice privilégiée. Pour tout ce qui est plateforme, etc., c'est la promo manager. Parce Si que vous moi, voyez j'ai un avis. OK, d'accord. Parce que moi, j'ai été D'accord. convié à notre webinaire qui avait lieu à 10h30, qui s'appelle le MBA Blockchain. Il n'est pas le mien. Alors là, promo manager, moi, je ne sais pas tout ça. Moi, je suis vraiment centrée sur le leadership, donc nos sessions de codev et les webinaires. Le reste, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc c'est vraiment Aude qui est vraiment votre interlocutrice et qui doit vous aider dans les questions que vous vous posez en ce début de parcours. OK? OK. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Cheverou? Allô, Cheverou? Oui, je te reçois. Dis-moi, après, on se prend, je ne sais pas où là, parce que là, moi, je suis carrément perdu là. Je reçois les mails là. Par WhatsApp. D'accord, tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. OK.